De stratégie, 97% des entreprises utilisent ou prévoient d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur communication client. C'est ce qui ressort d'une enquête exclusive menée par le groupe Cinch auprès de 2800 entreprises à travers le monde. Alors qu'elle soit utilisée pour appuyer des tâches créatives, la planification stratégique ou même en interaction directe avec le consommateur, au travers des assistants et des chatbots que l'on connaît déjà, son rôle vient naturellement transformer les habitudes opérationnelles des marketeurs. Pour autant, l'étude Cinch révèle également que seulement 42% des consommateurs sont favorables à l'intégration sans réserve de l'IA dans les interactions qu'ils entretiennent avec leur marque favorite. Alors, où placer le curseur? Comment adapter les processus opérationnels marketing sans heurter l'image de marque? Quelle méthodologie mettre en place pour s'assurer d'un déploiement réussi, alors que de très nombreux projets d'IA peinent encore à dépasser le stade du POC, de l'expérimentation? Alors, autant de questions auxquelles on va tâcher d'apporter des éléments de réponse avec nos invités du jour. Je reçois tout d'abord Thomas Ajdukovic. Vous êtes responsable marketing pour la France chez Mailjet. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Mailjet, c'est une plateforme d'emailing qui appuie les utilisateurs de la création à l'émission. Et c'est important de le souligner, vous faites partie du groupe Cinch qui a publié cette étude. Donc on comptera sur vous pour commenter tout ça et nous expliquer comment le canal ancestral, si je puis dire, de la communication digitale évolue à l'ère de l'IA. Et vous êtes accompagné de Nicolas Bruchet, directeur associé en charge du conseil de l'agence Décuple. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Thibaut, bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors, en tant qu'agence, vous êtes au milieu de tous les mondes. Vous êtes utilisateur de solutions technologiques. Vous êtes évidemment à l'écoute des consommateurs et des enjeux des annonceurs. Donc, si vous le permettez, je ferai de vous un peu ma lanterne tout au long de ce webinaire pour comprendre l'évolution des tendances marketing, surtout en ce qui concerne les campagnes omnicanales. Et avant de commencer, je m'adresse à vous, cher public. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions directement dans le chat, juste à droite de l'image. On fera de notre mieux pour répondre à ces questions dans le temps qui nous est imparti. Et je me permettrai probablement même à certains moments de solliciter votre avis. Donc, soyez actifs, n'hésitez pas à participer. Alors, première question, Nicolas, comme je le disais, 97% des entreprises qui veulent intégrer l'IA à leurs relations clients, à ce stade, parler d'engouement, c'est presque un euphémisme. Alors, comment vous expliquez cette adhésion ? Alors, en effet, c'est une adhésion massive à l'IA dans le domaine de la relation client. Et selon moi, elle a deux explications principales. D'une part, la relation client, et il peut s'agir de marketing relationnel ou de service client, est un domaine dans lequel les données sont massives et diverses, et depuis longtemps. Et augmenter les performances dans ce domaine requiert de traiter plus rapidement et de façon plus pertinente les données à grande échelle. Pour ça, jusque-là, le facteur limitant était humain. Et donc, l'IA apporte une réponse assez évidente à ce challenge. Et d'autre part, le marketing relationnel demande, par définition, je dirais, de s'exprimer dans un langage naturel, adapté au contexte de l'interaction avec le client. Et c'est une capacité, justement, qu'ont les IA génératives, intégrer de nombreux paramètres pour formuler une réponse à la fois succincte, précise et personnalisée. Voilà ce qui explique, selon moi, en tout cas, cet engouement massif. Donc l'IA, condition sine qua non pour atteindre de nouveaux seuils de performance dans la relation client. De votre côté, Thomas, est-ce que vous confirmez que l'intégration de l'IA dans la solution Mailjet, c'est une demande qui vient de votre clientèle du marché ? Oui, en partie, mais ça vient aussi de nous, parce que avec le lancement d'outils comme ChatGPT 3 fin 2022, il y a eu un déclenchement d'attente puisqu'on avait un outil facile à prendre en main et qui a été très vite vu comme une révolution numérique. Donc, en tant que leader dans les tendances de l'emailing et aussi parce que justement une part de nos clients avaient des attentes autour de l'IA, il était impératif que Mailjet soit dans la course, en fait. C'est pour ça que très rapidement, dès le premier trimestre 2023, on a commencé à proposer des services de création de contenu par IA dans certaines de nos fonctionnalités. Alors, comme je le disais, à contrario, il y a encore une certaine méfiance du public, des consommateurs, 42% qui est favorable, comme je le disais. Il y a quand même une tendance d'avenir positive qui va en faveur de l'IA, parce que quand on limite seulement à la génération Z, donc les plus jeunes et ceux qui, quelque part, sont tombés dans la marmite de l'IA à la naissance, ce score dépasse les 70%. Donc, on voit quand même que la tendance est positive. Alors, Thomas, comment vous interprétez tout ça? Comment
concilier finalement innovation et acceptabilité dans la relation client? Oui, bien sûr. Chez Mailjet et chez Sinch en général, on est très clair sur la façon dont l'IA générative peut et doit accompagner le marketing. Faut la comprendre vraiment comme un outil supplémentaire dans l'arsenal des marketeurs qui vont pouvoir l'utiliser comme on a adopté par le passé les outils de SEO, le CRM et finalement toute la pile MarTech aujourd'hui. L'humain doit rester au cœur du processus décisionnel marketing et l'IA n'est là vraiment qu'en support. On ne se leurre pas, hein, évidemment. Il y a aujourd'hui une défiance, donc, comme vous le soulignez, de la part du public vis-à-vis de l'IA, qui est justifiée hein, sur le remplacement par des robots dans des tâches jusqu'ici effectuées par des humains. Vous, comme moi, et puis comme j'imagine le public, on ne veut plus recevoir d'emails impersonnels envoyés en masse pour des produits ou services qui ne nous intéressent pas, excusez-moi, a fortiori si ces contenus impersonnels ont été créés par IA. Donc, notre vision de l'IA dans l'emailing pour les années qui viennent, c'est de faire en sorte qu'elle intervienne dans des tâches que personne n'aurait effectuées jusque-là, comme Nicolas l'a dit en début de webinaire, parce qu'elles étaient trop fastidieuses pour, in fine, offrir aux destinataires des emails et des messages qui les concernent directement. Oui, parce que, en tout cas, dans ce qui est de l'emailing, j'imagine que il y a presque un a priori dans l'IA qui est que si c'est l'IA qui gère les emails, en fait, on va en recevoir de plus en plus. Forcément, ça va juste densifier la quantité qu'on reçoit. Alors qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est plutôt au contraire de l'utiliser pour en envoyer peut-être moins, mais souvent beaucoup plus précis, beaucoup plus personnalisé et au meilleur moment. Donc, effectivement, je pense que peut-être l'interprétation du public, l'interprétation naturelle est complètement opposée à l'usage que le marketeur souhaite en faire in fine. C'est l'objectif en tout cas, oui. On ne veut pas que l'IA soit utilisée pour justement accélérer ces volumes d'emailing. On veut plus de qualité et de précision plutôt que de masse. On verra par la suite que vous prenez des mesures d'ailleurs en ce sens. Alors, une autre donnée qui me paraît importante de relever sur les projets d'IA en général, c'est la difficulté qu'ont les entreprises, et pas seulement dans le marketing, là c'est vraiment tout usage, à déployer leurs projets à l'échelle en fait. Selon Gartner, 30% des projets d'IA générative ne dépasseront même pas le stade du POC, le stade vraiment de l'expérimental en 2025. Et d'ailleurs, cher public, peut-être première question pour vous, mais j'aimerais vous mettre à contribution et vous demander à tous ce qui, selon vous, vous freine le plus dans le déploiement des projets d'IA dans vos organisations. Et puis, pendant que vous inscrivez vos réponses dans le chat, n'hésitez pas, je vais demander à Nicolas, lui, quel est son avis, quels sont les freins principaux à l'IA aujourd'hui? Alors, en effet, l'intégration de l'IA, c'est pas si simple. Le premier sujet, il faut bien comprendre, c'est que l'IA ne remplace pas la compétence et ne crée pas l'efficacité d'elle-même. Donc, si elle est mal utilisée, que la conception globale est mauvaise, l'IA ne résout rien. Pour bien exploiter l'IA, l'entreprise doit avoir une vision claire de ses processus, doit avoir une donnée bien structurée. Donc ça, c'est le prérequis. Et ensuite seulement, l'intégration de l'IA au bon endroit permet de façon durable de gagner en efficacité. Le deuxième sujet, je dirais, est un sujet d'assimilation, parce que pour être intégré au bon endroit, pour que l'IA réalise les bonnes tâches, l'IA doit être bien comprise. Et pour ça, il y a un enjeu de ressources humaines. Il faut que les équipes soient régulièrement informées, formées à propos de l'IA. Et enfin, je reviens sur ce taux de 30% de projets qui ne dépassent pas le stade du POC. En fait, ce taux ne me paraît pas si élevé en réalité, parce qu'il est normal pour un sujet d'intégration aussi complexe de l'IA, en constante évolution, qu'on soit confronté à des échecs, en fait. L'échec est normal et peut-être même l'échec doit être encouragé. C'est-à-dire que c'est avec ces échecs qu'on apprend. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de l'échec dans ce domaine-là, en tout cas. On va observer un petit peu ce que nous dit le public, mais je vois le temps, je vois le budget, je vois l'architecture IT, effectivement. Donc, on sait souvent que intégrer l'IA, c'est aussi souvent avoir un socle de données suffisant, et donc ça doit se travailler en conjonction avec les différentes plateformes CRM et autres. Manque de connaissances ou de formation, client pas forcément prêt, la donnée, le budget qui revient, quel outil choisir, donc aussi la connaissance de marché, on va peut-être lier ça à ce côté connaissance, cette culture. La peur de donner des informations confidentielles, on va y revenir, il y a des sujets effectivement autour du RGPD.
la difficulté de savoir par quel bout aborder le sujet. Donc, c'est ce que vous nous disiez, Nicolas. Donc, OK, donc effectivement, on a quand même un sujet autour voilà, de l'IT, donc du socle, du projet, les étapes par lesquelles le mener. On a un point sur la culture, et on va en parler, le frein au changement, etc., l'acculturation des collègues. OK. Bon, qu'est-ce que, Nicolas, ça vous parle, là, tout ce que vous recevez? Ça vous paraît être en adéquation avec ce que vous entendez de la part de vos clients quand vous les accompagnez sur des sujets comme ça? Oui, complètement. Alors là, je vois en effet, tous les points sont pertinents. La donnée, le budget, le choix de l'outil, la confidentialité, enfin la protection des données, le RGPD. Tout ça, ce sont des sujets qu'on évoque régulièrement. Comme je disais, le budget, en effet, est un sujet parce qu'on sait que l'IA commence à coûter. Hein, l'IA a un coût, il est parfois difficile à modéliser. Donc, c'est un premier sujet sur lequel il faut essayer de se projeter. Surtout quand on ne dépasse pas le POC, hein, parce que finalement, donc, on investit et on a 0 ROI au bout. Donc, effectivement, ça peut être un sujet critique. Hein. Alors, en effet, parce qu'il y a un sujet d'investissement au global et de rentabilité à terme. Et donc, ça, c'est le sujet que je vois aussi dans les réponses ici, d'identification des use cases dont je parlais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur des sujets impactants. Il y a un vrai travail de priorisation. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Pour autant, il faut essayer de se concentrer sur des sujets dont on pense qu'ils auront un impact réel et pas être guidé par la volonté à tout prix d'intégrer de l'IA. Ça, c'est la mauvaise démarche, par exemple. Donc savoir partir petit sur des use cases très précis et puis densifier au fur et à mesure. Alors justement, on parle de use case. Thomas, l'IA est désormais intégrée à Mailjet. Je crois qu'en plus, vous êtes venu avec un petit clip. Qu'est-ce qu'elle permet aujourd'hui aux utilisateurs sur la plateforme? Oui, alors comme je l'ai évoqué plus tôt dans une des réponses, l'IA fait partie intégrante de l'arsenal des fonctionnalités de Mailjet depuis plus de 2 ans maintenant. On a d'abord commencé en proposant un générateur de texte intégré à notre éditeur. Là, je crois qu'on a les images qui vont apparaître, voilà, dans lequel nos utilisateurs peuvent générer un wording d'email en fonction de leur prompt, évidemment, mais aussi du ton à employer, de la langue des publics visés, de la limite de caractère, puisqu'on est dans le cadre d'un emailing, donc on veut rester assez restreint. Et rapidement, après ce lancement initial, on a proposé un générateur d'objets d'email, puis un générateur de modèles d'email combiné avec ce qu'on appelle donc notre brand kit, qui extrait l'identité visuelle de votre marque à partir de votre site web et retranscrit cette identité, donc vos logos, vos couleurs, vos polices de caractère, dans ce nouveau modèle d'email personnalisé pour qu'il corresponde, pour justement prolonger l'expérience de marque jusque dans la boîte de réception des utilisateurs. Donc aujourd'hui, l'IA de Mailjet sert avant tout à accélérer la création d'emails, mais évidemment, on a d'autres projets à venir qui concernent l'ensemble de la chaîne d'emailing, donc de la gestion des contacts, des adresses, jusqu'à l'optimisation et au suivi des campagnes par la suite. Intéressant en tout cas ce sujet d'être en capacité grâce à l'IA de comprendre la charte graphique d'un site web pour la réinterpréter immédiatement dans les patterns de l'email. C'est plutôt intéressant. Alors peut-être nouvelle question pour vous, public, vu que vous êtes hyper actif. Comment vous utilisez déjà l'IA ou en tout cas, sur quel cas d'usage vous l'utilisez ou vous envisagez de l'utiliser? N'hésitez pas à nous donner un petit peu vos idées tout de suite, dans le cadre peut-être de vos campagnes omnicanal, histoire qu'on reste aligné avec le sujet du jour. Et de manière générale, Thomas, est-ce que vous constatez des gains de performance, peut-être dans les taux d'ouverture des campagnes qui sont émises par la plateforme, ou bien une hausse peut-être des volumes justement de ces emails? Est-ce que vous voyez un petit peu des changements dans vos chiffres et dans vos KPI? Alors oui, on voit un bond de croissance dans les envois généraux d'emails depuis le lancement de ces fonctionnalités. Après, évidemment, cette croissance n'est pas qu'imputable aux outils d'IA, puisque de manière générale, les volumes d'emails augmentent d'année en année depuis toujours. Mais de notre côté, on pense, en tout cas, on constate que depuis qu'on a lancé ces fonctionnalités par IA, il y a un bond vraiment dans les volumes. Donc,
il y a un lien de contribution entre ces chiffres qu'on a et le lancement de ces fonctionnalités, dans la mesure où leur utilisation permet des gains de temps considérables dans la production des emails, donc ce qui libère de l'espace de cerveau disponible pour les marketeurs pour mettre en place des campagnes plus efficaces, plus pertinentes. En outre, on a aussi une étude de cas directement liée à l'utilisation de ces fonctionnalités avec la marque MyAskAI. C'est une solution d'automatisation des réponses support assistée par IA. Et donc, l'entreprise s'est appuyée sur les API mises à disposition par Mailjet et sur les fonctionnalités de création d'emails par IA pour accélérer et faire croître sa solution de gestion des tickets de support envoyés par email. Aujourd'hui, les tickets par email générés par IA représentent 75% des réponses générées par MyAskAI. Donc, on a cette entreprise qui a vraiment un cas d'utilisation très pratique et très concret des fonctionnalités d'IA pour accélérer sa capacité de réponse et par ailleurs sa croissance. Ok. Nicolas, côté agence, sur quel cas d'usage vous employez l'IA? Est-ce que ça change la manière de concevoir, d'accompagner une campagne omnicanal pour vous? Alors, oui, l'IA change un petit peu à tous les niveaux, je dirais, de la chaîne de valeur de production d'une campagne. D'abord, peut-être au planning stratégique. Notre planning stratégique utilise l'IA, alors déjà depuis quelques années, hein, pour analyser des audiences, des tendances et créer des personas et donc les cibles ensuite de ces campagnes. L'IA permet là de brasser de grandes quantités de données web, de données sur les réseaux sociaux pour constituer ces segments d'audience et donc faire gagner du temps au planner strat. Ensuite, au niveau de la création, donc l'IA est un outil maintenant à part entière hein, de notre équipe créa pour produire plus facilement des déclinaisons, des copies créatives, pour faire des A/B tests sur ces créas et de manière générale, adapter les créations à tous les formats d'une campagne omnicanal. Et ça, c'est un point hyper important qui était très chronophage jusqu'à présent pour nos équipes créa et sur lequel l'IA a vraiment un apport fantastique, je dirais. Et ensuite, là, on en parlait un petit peu, Thomas le disait, hein, dans l'orchestration des campagnes, nous allons beaucoup nous appuyer là sur les IA proposées et embarquées dans les solutions comme Mailjet pour formuler les bons messages, là encore pour faire des tests sur les messages et aussi de plus en plus pour essayer d'avoir une individualisation du moment d'envoi, c'est-à-dire envoyer les messages au bon moment pour un individu donné. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orchestration des campagnes. Et là, l'IA, je pense, a encore de grandes possibilités à apporter. Et enfin, dans l'analyse des performances de ces campagnes, c'est le dernier point, puisque l'IA va nous aider à aller très vite analyser ce qui a surperformé ou sous-performé dans une campagne par rapport à un historique de campagne du même type. Donc, en fait, voilà, à tous les niveaux de la chaîne de valeur, l'IA a déjà apporté de façon très concrète, je dirais, des avancées. Ok, très clair. Alors, on va passer en revue un petit peu les réponses qui nous ont été proposées par le public. Prévoir le besoin client, lui adresser, j'imagine, dans la foulée, le bon contenu au bon moment. Maximiser l'automatisation au-delà des triggers habituels via de nouveaux agentiques. Cas d'usage marketing, alignement et cohérence des messages pour respecter la charte de marque. On en a parlé, notamment Thomas. Génération de visuels démultipliés, réécriture de communiqués de presse pour être conforme aux standards, test de messaging pour valider différentes tonalités. On est toujours dans des sujets là pour l'instant de création, en tout cas d'aide à la création des contenus. Uniquement des fins de gestion, analyse des emails, relations clients, donateurs dans notre cas, plus automatisation de certaines actions réponses, création de contenu, rédaction des textes. Bon, on est effectivement aligné sur, pour l'instant, plus de la création que on va dire, des sujets stratégiques. Donc, c'est intéressant, Nicolas, qu'on voit que vous l'utilisez à différentes strates et vous commencez à aller de plus en plus loin sur la partie stratégie. Je me permets aussi de répondre à une remarque hein, dans le chat, effectivement, Thomas, sur ce que vous avez dit, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles. Une personne qui nous dit qu'elle croyait que, justement, l'IA était faite pour améliorer la personnalisation et pas augmenter les volumes. Mais là, on parle de volume à l'échelle de la plateforme. On ne parle pas forcément des volumes qui sont reçus par une personne directement depuis une marque. Hein. On n'est pas sur le volume d'interaction entre une marque et un consommateur, mais plutôt sur le volume d'emails et d'utilisation
de la plateforme Mailjet. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je l'ai interprété. Absolument, oui, oui. J'imagine, vous me dites si je me trompe, mais j'imagine que si on gagne du temps sur la création des emails, si en plus on arrive à déterminer plus de segments, on peut effectivement envoyer plus d'emails à plus de personnes. Oui, et ça, c'est pas juste propre à l'utilisation de l'IA dans l'emailing. Un de nos leitmotifs, c'est vraiment la qualité plus que la quantité dans l'emailing. Il vaut mieux avoir une base de contacts qualifiée et restreinte à qui on va et qui va rester engagé, à qui on va envoyer des emails spécifiques et donc qui vont générer du trafic sur votre site et derrière du ROI, on l'espère, plutôt que envoyer à la volée des milliers, des centaines de milliers d'emails à des inconnus qui ne connaissent pas votre marque et qui vont très rapidement placer vos emails en spam. Pour aller dans le sens de ce que dit Sébastien, je crois, dans le chat, le pain point, c'est évidemment pas l'envoi d'email, mais à qui et quand les envoyer. Et ça rejoint le commentaire que vous avez, Laurence, que vous avez mentionné, sur le fait que, oui, avec l'IA, l'idée, in fine, c'est de pouvoir segmenter, et je crois qu'on se rejoint là-dessus avec Nicolas, évidemment, c'est de pouvoir segmenter beaucoup plus finement pour capter des publics spécifiques sur des points spécifiques, en proposant des offres vraiment très, très personnalisées. Et derrière, pourquoi pas augmenter les volumes s'il y a une réponse d'engagement de la part de ces destinataires. Mais il faut évidemment d'abord avoir la donnée et pouvoir la traiter. Et c'est là que l'IA va pouvoir nous aider. Alors rapidement, avant de continuer, petite question. On nous demande s'il y a moyen de garder le contrôle humain sur la validation des contenus générés automatiquement avant envoi sur Mailjet. Absolument, oui, oui. Les générateurs de texte par IA ne sont que ça, des générateurs de texte. Vous pouvez absolument amender, supprimer le texte, l'éditer comme vous le voulez avant le clic final qui reste humain. C'est une pré-création, mais le marketeur reste aux commandes à la fin. Et concernant la question sur le RGPD, on y répondra un tout petit peu plus tard dans le webinaire et j'avance. Donc Nicolas, vous nous avez parlé de votre usage de l'IA. Alors forcément, on a envie de savoir, hein, est-ce que vous pouvez nous partager un exemple d'opération où l'IA a permis d'améliorer la performance d'une campagne, puis peut-être quels enseignements vous en tirez? Oui, tout à fait, avec plaisir. Je vais vous parler d'un de nos clients qui est le Marathon des Sables. Donc, c'est un organisateur de courses d'ultra-endurance. Vous le connaissez certainement, public, pour la course iconique dans le désert marocain. Alors, donc, ce case study, en fait, illustre justement la partie amont, stratégie en amont, de notre planning stratégie. Comment on a utilisé l'IA pour identifier des audiences plus fines, plus diverses pour ce client. L'IA nous a permis en fait d'analyser les données de coureurs potentiels de Marathon des Sables à partir de données sociales médias, à partir de données socio-démo et de dégager des archétypes de coureurs susceptibles de s'inscrire que le Marathon des Sables ne connaissait pas et auxquels il ne s'adressait pas, bien que ce soit potentiellement des coureurs de ces courses. Donc, on a identifié comme ça des profils qu'on a appelés le sportif, l'éco-responsable, le dandy, les coureurs en recherche de bien-être, le méditatif, le business actif. Voilà. Et ces profils-là, détecter ces profils-là, les décrire précisément, nous a permis plusieurs choses. D'une part, élargir le ciblage du Marathon des Sables à d'autres audiences. Et d'autre part, adapter la production de contenu à ces nouveaux profils, à ces nouveaux personas. Et donc à enrichir la production de contenu. Donc pour les business addicts, par exemple, on a proposé de parler des sessions de networking avant ou après la course. Pour les coureurs en recherche de bien-être, on a parlé de programmes de coaching sur cette thématique-là avant les courses. Voilà. Donc on a adapté avec Marathon des Sables les productions de contenu en fonction des attentes et des intérêts, même en termes de lifestyle de ces cibles-là. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement ensuite? Donc, on a adapté la production de contenu. Je crois qu'on a quelques illustrations juste après et qui pourraient très bien s'adapter à du social media ou à de l'emailing. Hein. Donc, on reste dans notre sujet omnicanal. Voilà, pour le bien-être, on va avoir des visuels qui sont plutôt inspirants, qui sont dans cette tendance-là. Pour le méditatif, voilà, on est dans l'introspection, le profiter de la course pour soi-même. Et pour le dandy, on va être plutôt sur le style, le style dans la course.
Voilà. Et donc, en fait, tout ça a amené concrètement des vraies performances, des performances à la fois en volume d'inscription, c'était peut-être le premier KPI, donc on a eu plus de 50% d'inscrits sur un même laps de temps, donc c'est quand même considérable, surtout du fait des montants des montants d'inscription, hein, c'est des courses assez coûteuses. Et d'autre part, on a eu des coûts médias drastiquement réduits, puisqu'on a pu baisser le CPC, par exemple, de 30%. Donc voilà. Cette utilisation de l'IA au niveau de la segmentation et de On a un slide des résultats de performance aussi. A pu amener des performances, donc là, très clairement mesurables. Peut-être un petit point sur le slide suivant avec les performances, que notre public puisse le voir. Voilà. Bon, c'est plus pour le voir écrit, mais en effet, donc 50% d'inscriptions. Je crois que c'était 3000 inscrits versus 2000 l'année précédente sur la même période, et donc moins 26% à la fois sur le CPM, et on voit aussi sur le clic dans les contenus, donc plus engageants pour ces cibles. Une question pour vous, Nicolas, justement. La cible de cette campagne Marathon des Sables est-elle des participants historiques CRM ou des lookalikes? Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est parti d'abord de la donnée first party, donc de participants déjà inscrits à la course, pour détecter des archétypes, des personas qui étaient déjà des coureurs, mais que l'organisateur de la course n'identifiait pas en tant que tel. L'organisateur s'adressait plus à des ultra-runners. En tout cas, la manière de communiquer était celle-là. Donc, on est quand même parti d'inscrits. Mais ensuite, on a été chercher des lookalikes, puisque bien sûr, en ayant détecté ces segments-là, pourquoi ne pas aller chercher les jumeaux? D'autant que les formats de course du Marathon des Sables ont en parallèle évolué vers des courses sur des formats un peu différents, plus accessibles, et donc qui ont encouragé aussi dans cette démarche. Très rapidement, une dernière question, et après on progresse parce que mine de rien, le temps avance. On nous demande un petit peu le volume de données nécessaire pour faire ce type d'opération. Alors, comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? Il y a un premier cadre sur si on veut partir de la donnée first party comme on l'a fait ici, sur donc le volume de contacts en données first party. En général, on met le minimum autour de 10 000 contacts. Donc c'est relativement accessible, je dirais, pour avoir une plus grande fiabilité dans la collecte de données. Il est question d'omnicanalité, pardon. Donc, en tant que tel, on pense la campagne en englobant tous les points de contact, tous les canaux utilisés. Dans quelle mesure Mailjet peut influencer, Thomas, l'ensemble de la stratégie par, je ne sais pas, ses données opérationnelles, par exemple? Alors, aujourd'hui, il est évident qu'une stratégie de marketing ne peut plus se reposer que sur un seul canal. Donc, l'omnicanalité ou à minima la multicanalité, si on n'a pas la capacité à prendre en charge l'ensemble des canaux, et il y en a beaucoup, c'est impératif. Pour Mailjet, l'email, s'il reste un canal fiable et bien connu des utilisateurs, on a tous au moins une, voire deux adresses mail, une perso, une pro. L'email doit fonctionner en bonne intelligence avec donc, le SMS, le RCS, les chatbots, les messageries comme WhatsApp, les réseaux sociaux et tant d'autres, pour que la chaîne marketing reste la plus efficace possible. L'email peut par exemple servir de point d'entrée avec une belle newsletter promotionnelle mettant en valeur quelques produits ou services spécifiques. Et une fois que le prospect clique dans l'email, il est ensuite possible, via les données de votre CRM, de l'interpeller tout en restant respectueux des normes sur le consentement. Et ça, je sais qu'on va y revenir un peu plus tard. Sur les canaux qu'il préfère, donc des SMS de confirmation d'envoi ou de mise en livraison, par exemple, des messages d'assistance sur WhatsApp ou Messenger, tout en centralisant l'ensemble dans votre CRM. C'est à vous de déterminer ce qui pourra fonctionner le mieux avec votre public pour offrir une communication transparente et claire pour tout le monde. Et donc, toutes ces règles et toutes ces interactions, c'est des choses que l'IA peut prendre en charge aussi dans sa préfabrication un petit peu des mails, etc. Aujourd'hui, dans Mailjet, non, puisque l'IA est seulement générative à l'heure actuelle dans nos outils de fonctionnalité, mais à terme, oui, bien sûr. Et on abordera ce point un peu plus tard, mais oui, c'est prévu, c'est dans notre roadmap pour l'an prochain.
Ok, alors Nicolas, on va s'intéresser un peu à la méthode, à la manière de penser l'IA dans dans le contexte de l'omnicanalité, notamment pour favoriser l'aboutissement des projets et le ROI, hein, on en parlait tout à l'heure. Alors déjà, moi j'avais une question, mais on parle d'omnicanal, donc on parle de plein de canaux. Est-ce qu'il faut penser l'IA comme un seul bloc, un seul hyperviseur qui est capable de prendre en charge l'ensemble de ces canaux, l'ensemble de la stratégie omnicanal, ou au contraire, est-ce qu'il faut avoir plein de petites IA, plein de petits agents spécialisés, canal par canal? Alors, c'est une excellente question et je dirais que, en réalité, idéalement, il faut les deux. Pour être pragmatique, je pense qu'il faut commencer canal par canal. C'est-à-dire que pour chaque canal, on peut trouver des solutions qui embarquent l'IA, donc comme Edjet. Et cela permet aussi d'avoir une IA qui s'adapte aux spécificités et aux objectifs de chaque canal. Parce que entre un emailing, un chatbot, par exemple, ou même un message WhatsApp, les besoins en termes d'optimisation et d'amélioration par l'IA ne sont pas les mêmes. Donc avoir une IA spécialisée sur chacun des canaux est, je dirais, plus pragmatique et en tout cas une meilleure manière de commencer. Ensuite, à terme, en effet, il y a un intérêt à avoir une IA qui supervise, qui soit au niveau supérieur, donc omnicanal, et qui va exploiter les données de manière transverse, mutualisée entre les différents canaux, que ce soit les données clients ou les données de l'entreprise. Si l'entreprise met à jour des informations produits, des offres, eh bien effectivement, ça doit irriguer tous les canaux et l'IA doit pouvoir intégrer ça. Mais aussi, l'IA, j'en parlais tout à l'heure, comme orchestrateur, c'est-à-dire qu'il va choisir le bon canal pour un individu donné, pour une campagne donnée, ou qui va concevoir un scénario utilisant différents points de contact pour un objectif donné. Et là, on est on est sur une IA méta, donc au niveau omnicanal. On revient quand même à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Finalement, il faut toujours penser cas d'usage au plus proche, hein, vraiment du théâtre opérationnel et puis remonter progressivement. Donc là, commencer plutôt par les IA spécialisées. Puis quand on a gagné en maturité et qu'on veut, on veut augmenter l'échelle, on remonte d'un cran. Et d'ailleurs, si vous deviez un petit peu nous résumer la roadmap idéale, si je puis dire, d'un projet mené à bien qui génère du ROI, ça serait quoi? En IA marketing, bien évidemment. Pour l'IA marketing, tout à fait. Ouais, je reviens un peu sur ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que la première phase, dans tous les cas, c'est l'identification des projets. Il faut se focaliser sur les projets à fort impact. Cette priorisation, elle est essentielle parce que voilà, on va pas essayer d'intégrer l'IA à tout prix. Il faut, voilà, ce serait une perte d'énergie d'essayer d'intégrer l'IA juste pour intégrer l'IA. Il faut identifier les projets pour lesquels elle est pertinente, pour lesquels on peut projeter un incrément de valeur ou une économie de ressources, ou les deux. Une fois ces sujets priorisés, identifiés, vient ensuite le prototypage. On parlait tout à l'heure de la phase de POC. On va tester l'intégration de l'IA pour vérifier la faisabilité technique, mais aussi la pertinence des résultats. Et on va affiner comme ça la manière de prompter l'IA, on va l'ajuster. Et une fois convaincu de la pertinence, on décide d'un go ou d'un no-go sur le projet, puisqu'on arrive à une troisième phase qui est une phase d'investissement. Dans la phase d'investissement, en fait, on va déployer dans des conditions réelles. Donc, on va intégrer l'IA dans la plateforme. On va faire toutes les intégrations techniques nécessaires, on va la déployer sur des données réelles. Bref, là, on fait le vrai setup et c'est la phase d'investissement, c'est celle qui coûte et dont on tire les fruits une fois qu'on l'industrialise. Donc, en fait, c'est la dernière phase, je dirais, dans cette roadmap, en fait, il convient ensuite d'industrialiser l'intégration d'IA pour passer à l'échelle et faire fructifier l'investissement, donc avec un maximum de scénarios, un maximum de volume. Voilà. Donc, voilà, en fait, les 4 phases et ça permet de revenir un peu sur les sujets dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la priorisation, le POC, qui sont deux phases quand même importantes pour des sujets d'IA marketing. Très clair. Alors, on a parlé des données hein, déjà, et je pense qu'on ne peut pas éviter les fameuses questions d'éthique. Hein. On a vu que ça intéressait aussi notre public. Alors, Thomas, dans quelle mesure déjà Mailjet est aligné avec la doctrine IA de l'Europe, hein, qui est très différente du reste du monde, et puis naturellement le RGPD? La sécurité des données personnelles et donc leur respect, évidemment, c'est au cœur même de la philosophie de Mailjet depuis sa fondation il y a 15 ans, puisque Mailjet a été développé initialement par des développeurs, donc des personnes qui avaient vraiment la main dans le code, pour qui ces questions étaient primordiales. C'est d'ailleurs pour ça que Mailjet est devenue la première plateforme d'emailing au monde à recevoir une certification de respect du RGPD.
On est également certifié norme ISO 27001 sur la sécurité de l'information, la cybersécurité et la protection de la vie privée, et reconnu par l'AFNOR en tant que tel. Donc, dans ce sens, nos serveurs sont basés dans l'UE et nous suivons bien évidemment toutes les nouvelles recommandations européennes en matière de cybersécurité. Donc, ça, c'est vraiment sur le point RGPD. Et parmi, on a aussi tout un tas d'autres labels qui concernent davantage les États-Unis, puisqu'on est certifié CCPA, donc California Consumer Privacy Act, donc, qui concerne la Californie, mais qui est appliquée dans pas mal d'autres États américains. On est certifié normes SOC 1 et 2, on est certifié IPA pour la protection des données de santé. Enfin, on est membre d'une multitude d'associations de surveillance et de prévention contre les cybermenaces, en particulier dans le monde de l'emailing, comme la CSA, donc la Certified Senders Alliance, qui fait de la lutte contre le spam un de ses fers de lance. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que Mailjet fait le choix, peut-être un peu contre-intuitif d'un point de vue business, d'avoir une politique d'utilisation des services particulièrement stricte et de se séparer des utilisateurs ne respectant pas ou plus cette politique. Donc, ce qui est important à mentionner par rapport aux remarques qui avaient été faites en première partie de ce webinaire sur les volumes d'envoi et voilà, donc c'est effectivement, vous avez dans vos politiques de fonctionnement le fait que vous pouvez effectivement arrêter le business avec des personnes qui utiliseraient mal l'IA, par exemple, parce que finalement l'IA reste un outil et l'outil peut être mal utilisé par l'humain et donc vous êtes prêt à vous séparer de ces utilisateurs-là. Voilà, et je voulais revenir sur la question qu'avait posée Sabine un peu plus tôt sur l'usage, comment est-ce que Mailjet gère l'usage de l'IA en conformité avec le RGPD, notamment la segmentation prédictive. Pour l'instant, on ne le fait pas puisque ce n'est pas dans les outils qu'on propose, mais ça va venir, notamment via le MCP, donc Model Context Protocol, et on est extrêmement vigilant sur l'utilisation justement de ce type de connecteur entre nos données et leur application dans Mailjet pour justement garantir et préserver la sécurité des données personnelles. C'est pour ça qu'on n'a pas encore lancé de connecteur MCP de notre côté, parce qu'on travaille à la mise en place de choses qui soient RGPD compliant. Avant de continuer, on va parler un peu de change management, mais avant de continuer, on a quelques questions qui sont assez intéressantes, peut-être pour vous, Nicolas. Alors, la première, c'était comment l'IA peut aider à proposer le bon parcours au bon client, donc souscription self-care, chatbot, rappel humain, RDV, en point de vente, etc., au bon moment. Donc, en gros, justement, on est sur cette IA un petit peu coordinatrice qui est capable de comprendre toutes les étapes de parcours et les points de contact de la marque. Comment on fait pour structurer ça à l'échelle de l'IA? Alors là, ça suppose en effet d'avoir vraiment une donnée transverse, enfin omnicanale, c'est-à-dire de pouvoir maîtriser les différents canaux et les activer. Alors l'IA va faire cela parce qu'il y a une analyse des parcours sur l'ensemble de ces touchpoints qui permet de guider vers telle ou telle séquence parce que plus ou moins performante. Donc ça, c'est plus l'enchaînement des points de contact. Ensuite, pour un individu donné, savoir que c'est le bon moment pour envoyer un email, par exemple, ça va plutôt être lié soit à son historique, c'est-à-dire son comportement usuel d'ouverture d'email. Ça peut être lié aussi, si on a la donnée en temps réel, à des visites du site, par exemple, qui donnent des signaux, qui envoient des signaux disant qu'il est disponible pour recevoir un message, par exemple. Donc, il y a plusieurs sujets dans cette question-là. Il y a à quel moment on peut envoyer un message à un individu et il y a comment on décide, comment l'IA nous aide à décider que ces points de contact sont les bons points de contact à activer à tel moment. Ça, c'est sur l'analyse de performance des scénarios en tant que tel. L'IA va être capable de suggérer des ajustements, voilà, le chatbot est le bon canal, il est plus performant quand on le place à cet endroit-là, etc. Donc
Voilà pour je ne sais pas si ça répond précisément à la question. Je vois qu'il y a d'autres de questions toute aussi. façon, cas par cas, il faudra en discuter plus en détail avec ces personnes, puisque je pense que là, du coup, cas par cas, en fonction de la maturité de l'entreprise, ça doit considérablement changer. Il y avait une autre question également, quand vous avez fait un petit peu cette roadmap du déploiement, qui était entre les phases 1 et 2, donc la phase 1, identification des projets, des cas d'usage, et puis phase 2, prototypage. Les entreprises sont souvent perdues dans le choix de la techno, de l'outil IA adapté. Alors, sans forcément qu'on fasse le plébiscite de solutions en particulier, est-ce que vous, par exemple, dans votre rôle conseil, ça fait partie de votre capacité à éclairer vos clients sur ces sujets-là? Et puis finalement, peut-être quelle peut être la méthode pour sélectionner le bon outil sur le marché? Alors oui, alors là complètement. Là, on est face à des questions qu'on retrouve chez tous nos clients et c'est quelque part notre rôle de les guider vers les bonnes technologies puisque oui, les IA sont nombreuses, voilà, et surtout c'est un domaine en constante évolution. Donc on voit de nouvelles IA arriver pour de nouveaux cas d'usage quasiment en permanence. Après, ça dépend déjà de l'écosystème digital de la marque. C'est-à-dire qu'on peut, en fonction des outils en place, orienter vers telle ou telle IA de manière beaucoup plus logique et directe. Ensuite, là, c'est un rôle de conseil. Je dirais. Ça dépend de la finalité et par moment, on va construire des agents IA même pour réaliser des tâches bien spécifiques dans le contexte d'une entreprise donnée. Donc là, entre le 1 qui consiste à identifier des use cases potentiels, prioritaires, des besoins de l'entreprise et le 2 qui consiste à faire un premier POC, en effet, il y a un besoin essentiel de conseil qui peut venir soit de l'interne de l'entreprise s'il y a des spécialistes, soit d'agences ou de cabinets comme Décuple. Alors, on a vu qu'un des freins qui était régulièrement évoqué par notre public tout à l'heure quand on a posé la question, c'était la culture, c'était peut-être aussi un peu la résistance au changement. Qu'est-ce que vous observez, vous, chez Décuple, depuis que vous insérez l'IA? Est-ce que vous avez observé une résistance au changement de vos collaborateurs? Alors, la résistance au changement, on peut l'observer si on voit l'IA comme un remplacement de l'intelligence humaine. Alors là, oui, on arrive immédiatement à une résistance. Si on essaie de forcer l'IA dans l'organisation à tout prix, là, on va faire face à une résistance, c'est naturel. Donc l'IA, il faut bien voir que c'est pas, en tout cas c'est comme ça, je pense qu'il faut le concevoir, c'est pas un remplacement de l'humain. Elle doit permettre de faire de meilleurs projets, plus riches, plus aboutis, plus complexes. Et elle doit permettre à chacun de se concentrer, Thomas le disait tout à l'heure, sur des tâches créatrices de valeur. Ça, c'est très important. Et il faut le voir comme ça. Donc, chez nous, pour le groupe Décuple, l'IA est un sujet très important. C'est un sujet qu'on adresse depuis longtemps, de manière stratégique, mais il est adressé avec une approche globale. On a, par exemple, je vais vous donner des exemples. Voilà, on a identifié des AI Champions, qui sont un groupe en fait volontaire venant de tous les métiers, qui ont pour rôle de défricher, tester et maintenir une veille constante sur ces sujets. On organise régulièrement des cafés de l'IA pour partager sur des sujets concrets, sur des réalisations concrètes et infuser au niveau du groupe. Voilà, donc ça, c'est une manière d'adresser l'IA, d'être vraiment de manière motrice, mais on le fait plus sur la base du volontariat, mais avec une organisation et un pilotage rigoureux. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'aligne aussi avec la tendance. Comme on le disait, là pour l'instant, les utilisateurs, enfin les consommateurs ne sont pas forcément tous intéressés par une intégration de l'IA, etc. Mais on voyait que la Gen Z est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus utilisatrice. Et comme le disait Thomas, aujourd'hui, les gens sont habitués à utiliser ChatGPT, etc. Donc là, finalement, ce que vous faites, c'est surfer sur l'usage quotidien personnel, la culture personnelle de vos champions pour justement être en capacité d'insérer cet usage dans vos processus naturels de travail, en fait. Exactement, absolument. En fait, on essaie de faire en sorte que cette adhésion à l'IA vienne des employés eux-mêmes, en fait des équipes elles-mêmes. On l'encourage, on le structure, mais l'énergie vient des équipes. Et donc, on ne force pas une utilisation de l'IA de façon top-down, mais on essaie de faire en sorte qu'elle émerge. Et bien sûr, vient ensuite toute une gouvernance pour sélectionner les projets de façon pertinente. Et là, on revient à la roadmap dont on parlait tout à l'heure. Okay.
On va prendre quelques minutes de plus parce que je vois le temps qui passe, mais on a encore quelques questions intéressantes à vous poser. Déjà, est-ce que justement vos métiers évoluent? Est-ce que peut-être les profils que vous recherchez en agence évoluent du fait de l'arrivée de l'IA dans les process? Alors, très clairement, oui. Je disais, il n'y a pas de remplacement. En revanche, il y a très clairement une évolution des métiers. Ça, on peut pas le nier. Et de pratiquement, alors là, je parle pour les agences de conseil marketing comme l'agence Décuple, tous les métiers. Donc, la production créa, évidemment, nos équipes créa ont beaucoup évolué. L'IA est utilisée pour produire des concepts créatifs plus ambitieux, pour éviter des shootings, par exemple, pour décliner plus rapidement des versions. L'IA est utilisée pour la création de contenu, donc pour la rédaction, plus sur un mode d'itération avec l'IA désormais. Donc on est plus sur un métier presque de prompt et d'itération et de validation. Mais aussi la production technique. On oublie aussi la production technique. Donc nos développeurs ont beaucoup évolué aussi. On crée aujourd'hui maintenant des prototypes fonctionnels sur la base de prompts, par exemple. Les revues de code peuvent être assistées par l'IA. Donc, ce métier-là change aussi. Et enfin, même la gestion de projet. Voilà, nos chefs de projet, nos équipes conseils utilisent de plus en plus l'IA pour être autonomes et aller plus loin sans solliciter des experts. Donc voilà, on gagne en autonomie. Donc voilà, l'IA donne vraiment des possibilités, mais je souligne quand même que l'expertise humaine, le travail humain, reste essentiel. Et ça, c'est une conviction, que ce soit dans le cadrage stratégique, l'idée créa, et là je parlais tout à l'heure de production créa, mais l'idée créa est toujours un input humain, et la supervision, le contrôle reste humain. Et là, c'est évident, et d'ailleurs nos clients, les annonceurs, ont toujours besoin d'un contrôle absolu sur ce qui est produit. Très clair. Et côté Mailjet, Thomas, est-ce que l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle implique peut-être une formation, des cours particuliers pour ceux qui seraient déjà utilisateurs, par exemple, et qui voudraient passer à l'IA? Alors non, pas du tout, car une autre valeur forte de Mailjet, c'est de pouvoir être utilisé par toute personne ayant des besoins en emailing, et donc ces personnes sont nombreuses. Donc ça va de l'association de quartier ou du solopreneur à la multinationale. Et si la multinationale a probablement déjà plusieurs experts in-house en emailing pour gérer ses envois, ça n'est pas forcément le cas du solopreneur ou de l'association de quartier, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément le temps pour fignoler tous leurs emailing. Donc les outils assistés par IA de Mailjet sont utilisables aussi simplement que lorsque vous faites une requête dans ChatGPT ou Gemini. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques poussées. On a toute une documentation pour accompagner si jamais, mais ça n'est pas, il ne faut pas être développeur pour les utiliser. Ok, c'est indolore. Et justement, est-ce que c'est indolore sur la facture aussi? Alors, les fonctionnalités d'IA de Mailjet sont incluses dans tous les abonnements payants. De manière générale, de toute façon, chez Mailjet, la tarification n'implique pas de frais cachés. Les seules fois où vous allez payer des frais supplémentaires, c'est lorsque vous faites du hors forfait et dépassez votre limite d'envoi. Donc, par défaut, l'ensemble de nos utilisateurs payants ont accès à l'IA de Mailjet. D'accord, ok. Et alors, pour aller tout doucement vers la conclusion de ce webinaire, j'aimerais bien vous intéresser à l'avenir, vers comment les choses devraient évoluer pour aider les professionnels du secteur. Alors, Nicolas, de manière générale, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui aux outils marketing que vous utilisez pour vos clients annonceurs? Que peut apporter un outil, par exemple, tel que Mailjet? Alors, aujourd'hui, ces outils proposent déjà beaucoup avec l'IA, et pour être honnête, on est déjà dans une phase où on essaie d'exploiter au mieux ce qui est proposé. Et comme tout va très vite, c'est déjà un sujet. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup de choses, mais on peut aller plus loin. Et dans ce cas-là, je vois quelques axes. D'abord, l'intégration dans un écosystème IA de ces solutions. On parlait tout à l'heure de pouvoir générer des templates d'email avec la charte du client, mais on pourrait imaginer générer aussi des visuels dans une solution comme Mailjet en reprenant la charte graphique de la marque. Et donc intégrer là, par exemple, des outils de génération d'IA génératif pour les visuels directement dans des outils d'envoi de campagne. Ou pour qualifier et enrichir les données des leads, par exemple, pour la segmentation. On pourrait aussi utiliser l'IA peut-être pour optimiser encore un peu plus sur la base d'un historique. Aujourd'hui, on peut optimiser les messages dans une campagne, on peut avoir des suggestions de messages, de scénarios, mais peut-être avoir un peu plus
de façon personnalisée pour l'annonceur des optimisations suggérées sur la base de l'historique de campagne ou d'un type de campagne donnée ou sur une cible donnée. Là, on remonte vers beaucoup plus de stratégies, comme vous le disiez au départ. De manière générale, ce qu'on attendra en tant qu'agence conseil de plus en plus, c'est une évolution vers des IA qui assistent dans la stratégie. On remonte un petit peu la chaîne de valeur. Et enfin, peut-être, on parle aussi beaucoup aujourd'hui d'IA agentique, peut-être intégrer des agences, c'est-à-dire qui vont faire un peu plus, au-delà de suggérer, qui vont faire, c'est-à-dire placer par exemple des contacts dans des segments directement. Voilà, donc intégrer l'IA agentique. Et enfin, je reviens sur un dernier point qu'on a un tout petit peu évoqué à l'instant, c'est le sujet économique. L'IA aujourd'hui coûte, on le sait, et en fait, il faut intégrer ce coût. Souvent, les solutions on l'intègre comme un système de crédit IA, par exemple. Et ce qui est très bien et ce qui est finalement très logique. Simplement, le besoin qu'on va avoir, nous, en tant qu'agence ou en tant qu'annonceur, c'est de pouvoir modéliser le budget IA en fonction d'un volume de campagne, d'un volume de contact. C'est peut-être un des sujets aussi que j'évoquerai. Bon. Thomas, quand vous entendez tout ça, est-ce que ça vous inspire pour des projets de développement? Est-ce que c'est en adéquation avec l'évolution, la roadmap que vous entendez tenir chez Magic? Absolument, ça rejoint et puis ça recoupe des choses qui sont dans la roadmap justement donc, pour 2026. Donc, merci Nicolas d'avoir débroussaillé le chemin. Donc, nos équipes actuellement développent des solutions assistées par IA qui vont plus loin que l'IA générative pour le contenu des emails. L'objectif, donc, in fine, c'est de pouvoir traiter les données d'envoi et de déterminer les comportements des destinataires vis-à-vis des emails envoyés par votre structure. Donc, ça va être les heures d'envoi, ça va être les heures d'ouverture d'email plutôt, les contenus cliqués, le temps de les passer à lire. Donc, ce type d'analyse très fine, encore une fois, on revient à ce que disait Nicolas au tout début du webinaire. C'était possible avant l'IA, mais c'était surtout extrêmement fastidieux, a fortiori si vous disposiez d'une liste de contacts de plusieurs milliers d'adresses. Donc, ça implique de passer au peigne fin et de lire chaque ligne de statistiques, ce qui est très long et impossible. Donc, pendant un temps, on pouvait segmenter un petit peu plus finement, mais toujours relativement grossièrement et regrouper dans un même segment des personnes qui ont ouvert le mardi entre 8h et 14h et donc envoyer spécifiquement à ces personnes des emails le mardi entre 8h et 14h. Mais ça restait assez grossier et on était limité dans la segmentation encore plus fine, c'est-à-dire que sur ce segment de personnes qui ouvrent à un jour et une heure précise, on pouvait rajouter une couche de segmentation de type et en plus ils adorent la couleur bleue et en plus ce sont des personnes qui utilisent davantage notre service après-vente, mais dans ce cas on se retrouvait vraiment avec une multitude de segments à gérer manuellement, ce qui à la fin devenait très compliqué. Avec l'IA, on va pouvoir simplifier ce processus d'analyse et proposer vraiment des scénarios et des segments ultra personnalisés pour qu'en définitive, vous envoyiez à chaque fois le bon email à la bonne personne au bon moment, ce qui est le graal de l'emailing depuis toujours, finalement. Et on boucle la boucle de ce webinaire, puisqu'on a commencé avec Nicolas par dire justement que chaque nouveau niveau de précision dans l'analyse poussait d'autant plus l'usage de l'IA, et vous le confirmez exactement maintenant, Thomas. Alors, je vous remercie tous les deux pour vos éclairages. Bien sûr, je vous remercie à tous, notre public qui nous a accompagnés, qui a été très fort de participation. Franchement, c'était un vrai plaisir. Et puis, donc, j'en profite pour vous rappeler que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous souhaitez nous écouter à nouveau ou bien le partager, n'hésitez pas. Et donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.